Comment les Incas ont-ils réussi à bâtir une cité capable de traverser les siècles en utilisant uniquement des techniques artisanales? L'implantation d'une colonie dans un endroit aussi sauvage constitue un exploit. La réponse se trouve dans ces blocs de construction. Les centaines d'ouvrages qui coiffent ce sommet escarpé sont constitués de milliers de pierres taillées dans un granit extrêmement résistant. Cette modélisation montre que chaque bloc possède une forme unique. Mais extérieurement, ces murs de pierre sèche présentent une planéité parfaite. Ces blocs asymétriques, aux angles improbables, s'emboîtent à la perfection. Mais pour quelles raisons les Incas ont-ils utilisé des pierres de forme aussi curieuse? Fernando Astete, le directeur du site, étudie le Machu Picchu depuis 30 ans. Bonjour, tu vas bien? Tu récupères des échantillons? Oui. Nous prenons des échantillons de l'oxydation. Ici, il connaît chaque pierre. Il pense que l'explication de ces formes aussi étranges se trouve juste au-dessus du centre de la cité, dans une carrière. Nous sommes dans ce qu'on appelle la carrière des Incas. Vous pouvez voir ici comment on cassait la roche. Ils creusaient une sorte de col qui finissait par se briser et cette partie tombait. Ils creusaient à coups de marteau jusqu'à ce que la roche se brise. Le granit est une roche si dure que Fernando pense que les Incas creusaient les rochers là où ils présentaient des faiblesses naturelles. Ils exploitaient donc leur forme au lieu de les tailler en briques régulières. Cette technique pour tailler la pierre est très naturelle. Il faut trouver le bon angle pour creuser cette partie et faire tomber le bloc. Mais l'utilisation de ces blocs irréguliers pose d'autres problèmes. Si les Incas s'étaient contentés de les empiler, ils auraient obtenu des murs instables. C'est pourquoi ils ont été contraints d'assortir soigneusement ces blocs et de les retailler pour les adapter parfaitement aux blocs voisins. En cas de séisme, les blocs peuvent se déplacer librement, puis reprendre exactement leur emplacement initial. C'est une théorie séduisante, mais le granit est particulièrement résistant et difficile à travailler. La plupart des autres pierres se brisent contre sa surface dure. Comment les Incas ont-ils taillé cette roche avec une précision telle qu'il est souvent impossible de glisser une feuille de papier entre deux blocs? Si l'on en croit Fernando Astete, la clé des assemblages méticuleux du Machu Picchu se trouve tout simplement sur le sol. L'hématite, une roche lourde, riche en fer, fournit des marteaux naturels. Les Incas étaient obligés d'utiliser des outils d'un certain type pour tailler la pierre. Ils avaient le jiguaya en hématite, qui résiste très bien au choc. C'est un peu comme une massette moderne, mais sans manche, ce qui rendait cet outil peu pratique. Vous voyez ? La démonstration de Fernando Astete prouve que les Incas auraient pu utiliser l'hématite pour tailler ces rochers de granit durs avec une grande précision. Mais c'était un processus très lent. C'est de cette manière que les Incas ont tout construit ici, petit à petit. Ils n'étaient pas pressés, et ils n'étaient pas soumis comme aujourd'hui à la pression des délais ou des clients. D'après Fernando Astete, on peut retrouver la trace de ce procédé de construction à travers tout le site. Surtout si l'on s'intéresse aux blocs apparemment abandonnés en pleine fabrication. Ici, on voit que la ligne inférieure du bloc du dessus coïncide parfaitement avec la ligne du bloc en dessous. Le bloc supérieur est retenu par cette cale le temps d'ajuster les deux surfaces. Ensuite, on enlevait la cale et les deux blocs de granit s'emboîtaient à la perfection. Ici, nous voyons deux saillies qui servaient à soulever le bloc afin de le mettre en place.
Les ouvriers plaçaient des poutres sous les saillies afin de soulever le bloc de granit. Une fois qu'il était en place, les deux saillies étaient éliminées à coups de pierre, comme on peut le voir ici sur toutes ces pierres taillées. La finition était donc effectuée sur le site. Tenez par exemple, le coin de ce mur n'était pas terminé. Ce bloc devait encore être raccourci et poli pour que le mur soit achevé. Les nombreux blocs inachevés qui jonchent les alentours prouvent que les Incas fabriquaient sur place leurs pierres de construction. Fernando Astete considère que la cité doit son existence au fait que ces montagnes sont elles-mêmes des carrières naturelles de ce granit résistant au séisme. Pour construire ce formidable complexe de maisons et de temples, les Incas ont trouvé tous leurs matériaux, ici même. Sur place, tout semble figé dans le temps, comme si tout s'était arrêté brutalement. Selon Steve, il s'agit là d'un indice essentiel sur la construction de la ville. Il veut donc scanner cette zone et voir ce que les données 3D vont révéler. Ce sont des pierres comme celle-ci qu'il va falloir scanner. Tu as vu, cette face a été préparée, elle est bien plate. On va en chercher d'autres ? Oui, maintenant que je sais ce que tu cherches. D'autres indices sont éparpillés un peu partout sur le site. Vu l'encoche qu'on a là, ils allaient sûrement poser cette pierre ici. C'est bien la même forme. Oui, mais ils n'ont pas fini. Pourtant, elle est prête. Ils l'avaient préparée en vue de la poser. Ce serait intéressant de comparer cette encoche et ce côté. A priori, ils étaient en train de tailler cette pierre pour qu'elle s'emboîte dans celle-ci. Regarde cette pierre, encore une qui était en train d'être taillée. Cette face-ci était prête et ils étaient en train de préparer celle-ci pour que les deux s'emboîtent parfaitement. Mais à quoi servaient exactement ces pierres? Tandis que Cathy scanne cette zone au plus près, Adam et Malcolm effectuent des scans pour avoir une vue d'ensemble du site. Steve espère que ces données lui permettront d'y voir plus clair. Les résultats des scans sont maintenant prêts. Nous allons pouvoir étudier le site avec précision. C'est ici, au QG, que les images ont été assemblées pour former un nuage de points. Grâce à ces millions de points minuscules, nous pouvons créer un modèle précis du site en 3 dimensions. Steve peut maintenant examiner le site sous toutes ses coutures et il remarque un détail intéressant. En étudiant de plus près la partie inachevée de la cité, il pense avoir trouvé des indices sur la construction de Machu Picchu. Ils ont travaillé en plusieurs étapes. Ils ont d'abord retiré les roches de la montagne et ensuite, ils les ont utilisées pour créer ces terrasses. D'ailleurs, on voit bien ici et là les prémices d'une terrasse qui commence à émerger. Ils ont enlevé les roches, construit les bâtiments, puis transformé la montagne en terrasse. Steve comprend qu'une fois les décombres retirés du site, les Incas réutilisaient les plus gros blocs de pierre pour construire leurs terrasses. Et nos scans révèlent l'existence d'une nouvelle partie en construction. Ces lignes rouges soulignent la disposition des terrasses inachevées et montrent comment les Incas ont transformé les versants rocailleux de la montagne en centaines de terrasses. C'est la façon la plus efficace de construire. C'est certain, Par étapes. en harmonie avec la nature. Exactement. Ils se dirigent maintenant vers les terrasses pour étudier de plus près leur méthode de construction. On peut voir qu'il y a différentes tailles de pierres. Celle-ci, par exemple, m'arrive au niveau de la poitrine, alors que d'autres ne sont pas plus grosses que ma main. Ça prouve qu'ils essayaient vraiment d'utiliser tous les matériaux qu'ils récupéraient. La plupart des murs des terrasses ont été construits sans mortier pour servir de liant. Cette technique est appelée maçonnerie à pierre sèche. Chaque pierre est sélectionnée avec soin avant d'être intégrée au mur. Ce mur est l'un des seuls dont on peut examiner les deux côtés. Normalement, on ne voit que le côté extérieur, comme c'est le cas ici. Mais en l'observant de haut, on voit que certaines pierres ont été taillées de ce côté et de ce côté. À mon avis, ça veut dire qu'il y avait des hommes de chaque côté de ce mur qui taillaient des pierres et les posaient chacun leur tour.
Cette pierre en forme de marteau a été posée de ce côté. Le tailleur a probablement donné un coup de marteau dessus, comme ça, et le tailleur d'en face s'est occupé de celle-ci, en frappant de ce côté. Ça donne un mur vraiment solide. Les ingénieurs incas ont ainsi déplacé des milliers de tonnes de cailloux et de terre pour construire plus de 200 terrasses. Les Incas savaient parfaitement aligner et imbriquer les pierres sans même utiliser de mortier. Et ils n'avaient même pas de roues pour les transporter et les mettre en place. Steve a justement trouvé des indices révélant leur façon de procéder. Ça devait être compliqué de déplacer ces énormes pierres, mais ils ont utilisé une méthode bien précise dont nous avons des preuves ici. Sous cette immense pierre, il y en a une plus petite qu'on a taillée en cylindre. Quand ils devaient la déplacer, ils la soulevaient légèrement. Ils terminaient de polir cette face, plaçaient les cylindres en dessous et la remettaient dans cette position. Les Incas ont utilisé de nombreuses méthodes pour transporter puis installer ces pierres afin de bâtir une cour royale digne de l'empereur et de ses résidents. Ils ont dû se montrer ingénieux pour réussir à ancrer solidement ces bâtiments dans le flanc de la montagne. Le mur de droite doit mesurer quelque chose comme 9 mètres de haut. En revanche, celui à gauche est beaucoup plus bas, ce qui signifie que ce mur-ci est beaucoup plus lourd que celui-là. Et de toute évidence, ils y avaient pensé. C'est pour ça qu'ils ont ajouté ces joints de dilatation. Dès qu'il y a une différence de hauteur entre deux morceaux de mur, on trouve un joint comme celui-ci. Ils ont donc construit ces murs par section. Ils ont commencé tout en haut et ont construit Machu Picchu par étapes en descendant petit à petit. Mais la cité n'a pas été entièrement achevée. Dans la zone sacrée, on trouve un bâtiment judicieusement appelé le Temple inachevé. En bas, on a cette pierre qui est probablement terminée et en haut, celle-ci qui a été taillée grossièrement. Ils préparaient toujours la base en premier. C'est pour ça que les joints sont parfaits, mais malgré tout, cette pierre est encore rugueuse. Une fois cette partie finie, ils utilisaient un genre de bâton droit pour frapper le bas de la pierre et faire une marque. Ensuite, ils commençaient à tailler au niveau de la marque tout le long de la pierre. Et une fois qu'elle était complètement lisse, le mur était terminé. Ça, c'est un pas de porte. Cette face est pratiquement terminée. Et de ce côté, j'ai l'impression qu'ils ont terminé toute la hauteur. Par contre, quand on regarde cette pierre de plus près, on voit encore des marques de burin. Donc, à mon avis, ils avaient encore un peu de travail. En revanche, de ce côté, cette grosse pierre n'a même pas été touchée. Du coup, on a un exemple des 3 étapes de préparation. Cette pierre est finie, celle-ci est à moitié finie, et celle-ci est encore brute. D'après la forme et la texture de ces pierres, Steve en déduit que les artisans incas finissaient de les tailler une fois qu'elles étaient en place.
crois pas à la magie, Perrin. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire? Je suis un homme rationnel, cartésien. Et je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Et vous vous enfoncez sans réagir? Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler.